aborder la question du dépérissement de l'État, on pourrait commencer par rappeler que c'est un thème qui a été porté d'abord par les pères du marxisme. C'est chez Engels qu'il y a cette prophétie que l'État s'éteindra de lui-même. Il s'éteint, dit-il, au fur et à mesure de l'organisation de la société par les lois du socialisme scientifique. Donc cette figure serait une figure appelée à disparaître lorsque le communisme prendra réellement son régime de croisière. Et il est frappant de voir en effet que la contestation de la place de l'État qui était présente donc dès le 19e siècle, parce que ça paraissait comme une figure un peu métaphysique qui n'avait plus tellement sa place dans une vision positiviste du monde, cette contestation a retrouvé une grande actualité avec le regain sous des formes nouvelles du libéralisme. Pour comprendre ce tournant, il faut aussi avoir en tête le fait que dans les démocraties occidentales, ce qui leur avait permis de l'emporter, une des choses qui leur avait permis de l'emporter face au régime totalitaire, au nazisme, ça avait été l'invention de l'État social. De ce point de vue, on ne peut être que très frappé par exemple, les discours très fameux aux États-Unis, le discours des 4 libertés de Roosevelt. Il y a une île à New York qui est entière consacrée à la mémoire de ce discours. Et dans ce discours, il dit, pour qu'on ait des gens qui défendent, il le fait au début de la guerre, pour qu'il y ait des gens qui défendent la démocratie, ça ne peut pas être des gens dans le besoin. Les gens dans le besoin, c'est ce qui nourrit toutes les dictatures. Bon. Donc il faut que vous ayez de quoi vivre pour savoir que vous vous battez pour quelque chose. C'était un peu ça le thème. Donc là, l'État a été majoré, cette figure a été célébrée comme protectrice, et sur le côté économique, c'était les keynésiens qui ont développé ça. Donc les néolibéraux, dont l'un des plus remarquables, parce que c'est sans doute l'un des plus doués, les plus intéressants du point de vue des juristes, parce qu'il avait une formation de juriste, donc quand il parlait de droit, il ne disait pas des choses trop rudimentaires, c'était Friedrich Hayek, mais il n'est pas le seul. Leur objet était justement de renverser la place éminente qui était conférée à l'État et de dire non, ce qui doit être au sommet, au fond, de toute considération d'un édifice normatif, c'est 3 choses, la propriété privée, la liberté contractuelle et la responsabilité civile. C'est 3 choses qui figuraient déjà chez Hume, qui disait il y a 3 lois fondamentales qui, disait Hume, sont issues de l'observation de la nature. Donc il existerait un ordre spontané, qui est l'ordre spontané du marché, qui a une valeur universelle et qui suppose universellement le respect de ces 3 lois fondamentales. Et le rôle des États, là où ils se trouvent, est de relayer et de respecter cet ordre universel du marché. Donc c'est là que naît ce que j'appelle l'utopie d'un marché total. Donc il y aurait des règles à valeur universelle et quasiment intemporelle. Et du coup, les États sont en charge simplement de problèmes locaux. Et plusieurs innovations juridiques ont donné force à cette idéologie. Ça a été, j'en cite 2, la création de l'OMC dans les années 90, de l'Organisation mondiale du commerce, qui a justement eu pour objet de soumettre tous les États au respect d'un certain nombre de règles qui sont fondamentalement des règles de droit privé. Donc ça opère là un renversement du privé et du public, puisque dans l'ordre précédent de l'État social, on avait maintenu la liberté d'entreprise, les marchés, mais c'était sous l'égide d'un État qui est garant de la cohésion et des solidarités sociales. Là, c'est le renversement, le contraire qui se produit. Ce qui est la règle supérieure, ce sont les libertés économiques, et les solidarités ne peuvent s'exercer que comme des exceptions à cette règle, plus ou moins tolérées. Et donc ce renversement, l'autre figure institutionnelle où elle se manifeste, c'est dans les institutions européennes qui, elles aussi, procèdent de l'affirmation quasi constitutionnelle de liberté économique, et les États ne sont plus en charge que de solidarité locale, qu'ils ne peuvent réaliser que comme des dérogations, que sous réserve de ne
pas toucher aux libertés économiques qui ont une valeur quasi constitutionnelle. Les multinationales gagnent avec la globalisation la possibilité d'échapper à l'emprise d'une loi nationale déterminée et de regarder les lois, on disait comme un lot shopping, je vais me mettre là où c'est le plus avantageux pour moi. Donc elles gagnent une grande liberté vis-à-vis du pouvoir public. Mais en revanche, elles se trouvent dans une sorte de vide institutionnel où on va pouvoir leur demander des comptes sans qu'elles puissent se référer à un juge pour répondre à cette demande. Je prends un exemple concret, très concret. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une catastrophe à Deviens que j'ai abordée dans mon cours assez longuement, qui était l'affaire du Rana Plaza, c'est-à-dire c'est au Bangladesh, une usine de textile s'effondre, elle n'obéissait à aucune norme de sécurité. Il y a plus de 1000 ouvrières, de jeunes femmes qui meurent écrasées dans cette usine. Elles avaient demandé à ne pas rentrer dans l'usine parce qu'il y avait des signes on les avait forcées en disant qu'autrement on les priverait de leur travail. On s'aperçoit que cette entreprise était sous-traitante de beaucoup de grandes marques occidentales, européennes et américaines. Et tout de suite, la demande se dit, bon, ces entreprises doivent rendre des comptes. Donc là, elles sont tenues pour responsables de ce qui était un des plus grands accidents du travail de l'histoire récente. Et j'ai eu à rencontrer, par exemple, un responsable d'une très grande entreprise française qui était impliquée dans cette affaire, qui m'a dit « Mais non, on essaie de nous faire chanter, on a montré des t-shirts avec notre marque, mais en fait, c'est pas vrai, c'était pas nous. » Bon, qui a raison? Dans ce cas-là, il faudrait avoir un juge. Mais là, il n'y a pas de juge au niveau international. Donc l'entreprise joue et risque son image, qui est c'est un coût très élevé dans le monde actuel, sans avoir aucun juge vers qui se tourner. Et à certains égards, le succès de la responsabilité sociale des entreprises est une tentative pour les entreprises de, au fond, assurer leur position morale, mais sans avoir à se mettre sous l'égide d'une loi au sens de la duralex, d'une loi impérative. Mais ce n'est pas une position tenable à long terme, me semble-t-il. L'un des effets du délitement de l'empire de la loi, c'est-à-dire de tous se reconnaître égaux sous l'égide d'une loi commune, c'est ça qui est créateur d'une communauté politique. Si vous n'avez plus cet effet, vous allez vous trouver dans une situation dont l'un des symptômes est la recherche d'un ennemi intérieur. Là aussi, j'évoque dans mon travail Carl Schmitt, qui a dit que le propre du politique, c'était la désignation de l'ennemi, la capacité de se reconnaître un ennemi. Et donc la logique ami-ennemi serait, selon lui, aurait une valeur universelle, et que toute communauté politique se constituerait par désignation de l'ennemi, ces ennemis pouvant être hors des frontières ou pouvant être à l'intérieur des frontières. Et dit-il, c'est une question de vie ou de mort. À mon sens, Carl Schmitt ne comprend pas le fond du problème du droit. Le droit, c'est autre chose que d'établir un ordre par la violence et par la force. Qu'est-ce qui fait qu'il y a incorporation par les sujets de la croyance dans une loi, dans une référence hétéronome commune. Et si cette reconnaissance que nous sommes tous soumis à la même loi, qu'on va l'obéir, disparaît, à ce moment-là, c'est l'espace public qui se fragmente et on va se regrouper sous forme amis-ennemis. La théorie ami-ennemi est très révélatrice des moments de crise institutionnelle où justement il n'y a plus de foi commune dans une même loi et où ce moment on se regroupe par affinité et par désignation d'un adversaire. Et il me semble que c'est assez éclairant, c'est-à-dire que le retour de ces logiques ami-ennemi est un symptôme de la crise des cadres institutionnels. Et ce retour, on le voit à tous les étages, et notamment dans la façon dont se déroulent aujourd'hui les débats publics,
où c'est plus sur le mode du règlement de compte que de la controverse, c'est-à-dire dans la controverse ou l'espace public tel qu'il s'affirme au XVIIIe siècle, tel qu'Habermas en a fait la théorie, nous sommes unis tous par l'idée que par la controverse de nos idées, on va aboutir à une meilleure représentation commune de la société. Dans le règlement de compte, il s'agit de trouver des arguments qui vont anéantir l'adversaire. Et malheureusement, le débat public, ce qu'on appelle le débat public, devient de plus en plus une foire d'empoigne. Et ça, c'est un symptôme de la crise des institutions.